assez de publicité faite pour toutes vos conférences. Comment il y a Il n'y a pas eu assez de publicité. le tout, vous savez, la publicité, on n'a pas d'argent Parce que, pour la payer. Mais oui, Et, mais c'est quand même dommage. Mais on l'a fait, mais ça dépend de la reprise qu'en font les journaux et les titres. Oui. Parce que moi, je suis vraiment. La semaine de la science, pour moi, c'est sacré. Mais j'ai cherché ce que j'allais pouvoir faire la semaine de la science. Pourtant, j'avais partout. Hein, c'est pour ça que je me suis permis de vous dire ça, monsieur. Parce que c'est quand même dommage. Parce que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup de monde. Donc effectivement, mal relayé cette année, très mal relayé les choses. Les premières années, oh là, c'était nouveau, maintenant c'est plus nouveau, donc mauvaise publicité, mais qu'allais-je dire. Et puis la presse maintenant favorise les trucs payants, hein, donc voilà. Alors on a le plaisir d'accueillir Philippe Marion pour son livre « Police scientifique, la véritable histoire des experts ». Alors Philippe Marion fait de la chimie organique, n'est-ce pas, et un grand amateur de polar, et la jonction entre les deux font qu'il dirige la section physique-chimie du laboratoire de police scientifique de Lille, qui est un des rares laboratoires, il n'y en a pas beaucoup en France, donc 5, vous voyez. Et il enseigne à Valenciennes. Voilà, donc je vais lui laisser la parole pour présenter son livre et nous en discuterons après. Alors simplement, c'est enregistré, donc je vous demanderai, si vous avez des questions, d'attendre que le micro vous arrive. Monsieur Marion, allez-y. Donc bonjour. Alors je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la police scientifique. Alors qui dit police scientifique, on va dire dit crime. Alors pour avoir un crime, on va avoir une scène de crime. On va avoir des indices, comme une empreinte digitale, une arme, et puis il nous faut quand même un criminel. Et puis il nous faut aussi un enquêteur. Alors longtemps l'enquêteur ça a été le policier. Et puis récemment, on va dire il y a une petite quinzaine d'années, est apparu un nouveau type d'enquêteur, c'est les experts. Donc les fameux experts de la police scientifique. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de tous ces petits sujets en replongeant un peu dans le passé et au début de la police scientifique. Alors je ne vais pas d'abord vous parler d'un personnage, on va dire réel, mais plutôt un personnage fictif. Alors vous connaissez tous, c'est Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait c'est comme l'un des tout premiers experts de la littérature, puisqu'il allait sur les scènes de crime, il savait décrypter les indices, et puis aussi il faisait des analyses en laboratoire. Et ce Sherlock Holmes, quand Conan Doyle l'a écrit, en fait, il s'est inspiré de deux personnes. Alors le premier, c'est celui le plus connu, c'était Joseph Bell, qui était un médecin écossais et qui avait un sens de la déduction qui, a priori, était très, très important. Et la deuxième source d'inspiration de Conan Doyle, c'était un médecin légiste et qui s'appelait Henry Lytton John, et donc qui, à l'époque, en fait, travaillait sur de très nombreux procès et a fait beaucoup progresser la médecine légale au Royaume-Uni. Et ce Sherlock Holmes, il a aussi été une source d'inspiration pour de vrais scientifiques, et notamment pour le plus connu d'entre eux chez nous en France, c'est Edmond Locard. Donc Edmond Locard, c'est un médecin légiste qui a été l'élève d'Alexandre Lacassagne, et très tôt, il a eu l'idée en fait d'analyser les indices retrouvés sur une scène de crime de manière scientifique et rigoureuse. Et donc cette idée, ça lui a été inspiré par les romans de Conan Doyle, et ça a donné naissance, en fait, quelques années plus tard, en 1910, au premier laboratoire de police scientifique en France. Et donc dans ce laboratoire, alors au tout début, il était vraiment très petit, hein, il était sous les combles du palais de justice. Au tout début, il y avait 3 personnes, et petit à petit, au fur et à mesure où Edmond Locard a démontré non seulement l'intérêt, mais la capacité d'un laboratoire de police, eh bien celui-ci a étendu en fait sa gamme d'analyse. Donc il a pu faire l'analyse des traces digitales, puis après les armes à feu, les traces de sang. Edmond Locard aussi était, on va dire, un grand scientifique. Donc c'est lui qui a écrit le traité de criminalistique en 7 volumes, qui pendant de très nombreuses années a été l'ouvrage de référence de la police scientifique, alors en France et à l'étranger. Et puis aussi,
il avait l'envie de parler, il faisait beaucoup de conférences et aussi beaucoup d'écrits pour le public pour expliquer ce qu'était la police scientifique de l'époque et d'où elle venait. Et donc dans le fameux journal Détective, qui était un journal de faits divers et qui est encore, enfin, maintenant est encore connu, parce qu'en fait maintenant il s'appelle Le Nouveau Détective. Mais donc en 1930, il a eu plusieurs rubriques qu'il a intitulées La science contre le crime. Donc vous voyez un petit peu pourquoi j'ai intitulé ma présentation comme ça. Mais dans cette rubrique, en fait, il expliquait ce qu'était la police scientifique et comment un laboratoire travaillait à l'époque. Alors pour savoir comment on travaillait à l'époque, on peut prendre une affaire. Donc là, on est en 1912 à Lyon et on va découvrir le corps d'une jeune femme, Marie Latel, étranglée chez elle. Donc le médecin légiste va intervenir sur place, il va déterminer une heure approximative du décès. Et la police va facilement et rapidement tomber sur le petit ami avec qui elle s'était battue quelques jours auparavant. Mais au moment des faits, il avait un alibi. Il jouait aux cartes avec des amis chez lui. Alors pendant sa garde à vue, en fait, Edmond Lecard va aller le rencontrer et va s'apercevoir que sous ses ongles, il y a des traces de salissure. Alors ça l'interpelle. Il va faire des prélèvements sous les ongles, examiner au microscope ces traces, et il va s'apercevoir que ça correspond à une poudre rosâtre, qui pourrait être un produit cosmétique. Et il se rappelle que Marie Latel a été assassinée au moment où elle était en train de se démaquiller. Donc il va retourner à son domicile, il va retrouver le fond de teint qu'elle utilisait, et comme à l'époque, ce n'était pas des grosses multinationales qui fabriquaient ce genre de produits, mais plutôt des pharmaciens, il va retrouver le pharmacien, et il va avoir deux informations importantes. La première, c'est que ce produit est quasiment fait pour Marie Latel, et deuxièmement, c'est qu'il va avoir la composition. Donc il va retourner au laboratoire, faire des analyses, et va découvrir la plupart des composés constituant le fond de teint de Marie Latel sous les ongles d'Émile Gourbin. Et il se dit que donc l'assassin, quand il a étranglé Marie Latel, eh bien, il est au contact de ce fond de teint, et que ce fond de teint s'est glissé sous les ongles de l'assassin, et donc l'assassin, c'est Émile Gourbin. Donc une fois que Émile Gourbin va être confronté aux conclusions de l'expertise d'Edmond Lecard, il va avouer. Alors il avait un alibi, vous me direz, mais en fait, à l'époque, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait très simplement retarder l'horloge de son salon d'une heure pour se donner un alibi qu'il pensait sûr. Alors Edmond Lecard, il est très connu aussi à l'étranger, alors notamment... On revoit encore Sherlock Holmes, puisqu'il a été appelé par les anglo-saxons le Sherlock Holmes français. Mais c'est parce qu'en 1920, il a énoncé un principe qu'on appelle le principe d'échange de Lecard. Et plutôt que de vous l'expliquer moi, je vais laisser deux experts vous l'expliquer. On dirait une empreinte de talon haut. Peut-être qu'elle a été enlevée. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur? Et lui, est-ce qu'il s'est servi de sa voiture à elle ou de la sienne? Le principe de Lockhart. Il a emporté quelque chose d'elle avec lui et a laissé quelque chose de lui ici. À nous de trouver ce que c'est. Tiens. Qu'est-ce que nous avons là? Un fil violet de fibre textile. N'importe quel contact laisse des traces. Edmond Lecard. Qui c'est? Monsieur Lecard est l'homme qui vient de vous faire arrêter. Alors Edmond Lecard, il est assez peu connu en France, mais dans les pays anglo-saxons, il est reconnu comme l'un des pères de la police scientifique internationale. Alors on va reprendre les sujets de départ concernant mon crime. Donc le tout premier sujet, c'est la scène de crime. Alors voilà comment on illustrait une scène de crime dans les années 1850. Alors ça ressemble plus à un tableau qu'à un véritable dessin, on va dire, sérieux, avec des cotations. Donc il va falloir encore attendre quelques années, plutôt vers les années 1890, pour avoir un plan de scène de crime un peu plus, on va dire, sérieux, avec des distances, un vrai plan presque à l'échelle, où tout est représenté, c'est-à-dire la victime, les différents objets retrouvés près d'elle, et puis même, par exemple, sur le lit qui est en haut à gauche de l'écran, vous voyez une tache noire, et en dessous, c'est écrit « excrément ». Donc ça veut dire que même les choses un peu étonnantes, on va les mettre en avant pour illustrer cette scène de crime. Mais la véritable personne en fait, qui va donner ces lettres de noblesse et qui va vraiment travailler sur la scène de crime, c'est Alphonse Bertillon. Alors Alphonse Bertillon, il est connu pour autre chose, c'est-à-dire le signalement anthropométrique. C'est-à-dire qu'il avait trouvé un système qu'en prenant 11 mesures sur le corps humain, on arrivait à l'identifier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de récidivistes, et donc quand il se faisait arrêter une seconde fois, il donnait un autre nom, et à l'époque, c'était très difficile de savoir que M. Dupont, en fait, s'appelait M. Martin. Mais avec le système de Bertillon, en prenant les mesures de l'individu,
la seconde fois où il était arrêté, on reprenait ses mesures, on recherchait dans un fichier que Bertillon avait créé, on arrivait à retrouver le même individu. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que Alphonse Bertillon avait une passion pour la photographie, et surtout, c'est qu'il voulait qu'on fasse des photographies de la scène de crime. Et c'est pour ça qu'en 1907, il a travaillé sur l'élaboration d'un nouvel appareil de photographie qu'on appelait le plongeur, parce qu'il permettait d'avoir une vue de dessus de la scène de crime. Et grâce à son appareil photographique, eh bien, elle a créé ce qu'on appelle des photographies métriques, c'est-à-dire que vous voyez que sur les côtés de la photographie, vous avez des échelles centimétriques, et grâce à ces échelles, eh bien, on arrivait à calculer les distances qui séparaient différents objets présents sur cette photographie. Et ce qui était encore mieux, c'est quand il utilisait son plongeur avec la vue de dessus et les vues de côté, on pouvait avoir, en reprenant toutes les cotations de ces photographies, un plan à l'échelle de la scène de crime. Donc là, ça permettait vraiment de figer cette scène de crime et de pouvoir retrouver où étaient positionnés tous les objets au moment du crime. Alors ces photographies, Bertillon y voyait 3 intérêts. Le premier, le tout premier qui existe encore maintenant, hein, c'est de figer la scène de crime pour que plusieurs semaines après, on puisse se rappeler ce qu'on avait retrouvé sur la scène de crime, où était tel et tel objet, dans quelle position était le corps de la victime. Et puis il disait aussi que cette photo, une fois qu'on avait arrêté un suspect, on pouvait le confronter à cette photographie et peut-être le faire craquer en découvrant ce qu'il avait commis. Et puis le troisième intérêt, c'était qu'au moment du procès, eh bien, cette photographie était soumise aux jurés et aux magistrats, et ainsi ils avaient visuellement, ils pouvaient juger visuellement de quoi ils allaient, sur quel crime ils allaient travailler. Alors une autre personne qui a travaillé beaucoup sur l'évolution de la scène de crime, là on va se tourner aux États-Unis, c'est une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes en police scientifique parce qu'au tout départ c'était plutôt des médecins légistes et la profession de médecine légale était interdite aux femmes. Alors cette femme, c'est Frances Glessner-Lee. Elle est issue d'une famille très aisée. Elle aussi était passionnée par les aventures de Sherlock Holmes, mais ne pouvant être médecin légiste, elle a eu beaucoup d'amis qui étaient médecins légistes et elle s'est intéressée toute sa carrière à la police scientifique. Et en fait, elle a attendu d'être l'unique héritière de la fortune familiale pour, on va dire, gérer la fortune comme elle l'entendait. Et c'est comme ça qu'en 1931, elle a créé en fait le département de médecine légale à l'université d'Harvard. Et 3 ans plus tard, elle a encore investi pour créer la bibliothèque de médecine légale de l'université. Et grâce à ça, eh bien, en fait, grâce à son investissement, c'est comme ça qu'elle est devenue la première capitaine de police du New Hampshire. Mais ce n'est pas encore ça qui va faire, on va dire, la renommée de Frances Glessner-Lee. C'est surtout qu'en discutant avec différents policiers et médecins légistes, elle s'est aperçue que la gestion de scènes de crime aux États-Unis était très très peu rigoureuse, c'est-à-dire que certains indices étaient piétinés, que les policiers ne savaient pas regarder et observer une scène de crime. Et donc elle a décidé de créer des séminaires d'investigation criminelle. Et donc à partir de 1945, tous les ans, eh bien, elle a invité 25 policiers à travailler sur la scène de crime, et puis on leur apprenait aussi les nouvelles technologies utilisées par la police scientifique. Alors comme c'est la scène de crime qui était un des sujets principaux de ce séminaire, il fallait apprendre aux policiers à travailler sur les scènes de crime. Alors comment faire ? Amener 25 policiers sur une vraie scène de crime, c'était compliqué. Alors Frances Glessner-Lee a utilisé, on va dire, ses talents d'enfance en créant des maisons de poupées un peu particulières, puisque chacune d'entre elles représentait une scène de mort. Alors ce n'était pas obligatoirement des meurtres, ça pouvait être aussi des suicides ou des accidents. Mais donc elle a créé 20 maisons de poupées. Et ces maisons de poupées, en fait, étaient des sujets de travail pour les policiers, puisque chacun d'eux devait étudier pendant 3/4 d'heure chacune d'entre elles. Et en fait, à la fin de la semaine, prendre la parole et expliquer ce qu'il avait déduit de l'examen de ces scènes de mort. Et ces résultats étaient comparés au véritable cas, c'est-à-dire que pour chaque affaire, par exemple pour celle-ci, où en fait c'est une jeune fille qui va être découverte poignardée dans un presbytère. Alors là, c'est la reconstitution de la scène de crime à l'échelle 1/12e, et tout ce qui est présent sur la scène de crime, on va dire, fonctionne. C'est-à-dire que quand elle faisait des vases, elle les faisait en miniature, les meubles aussi, tout fonctionnait. Et l'emplacement du corps, les traces de sang, tout était à l'identique. Alors, même chose, ça pouvait être aussi sur des maisons de poupées un peu plus grandes. Là, vous allez voir qu'il y a plusieurs pièces. Donc, la première, c'est le patio. Ensuite, vous avez la chambre des parents.
Donc là, chacun des victimes est positionné tel qu'elle a été retrouvée lors de la scène de crime. Les taches de sang sont exactement pareilles. Donc ça démontre une grande minutie. Elle mettait à peu près 6 mois pour faire une maison de poupée. Et elle dépensait, je crois qu'à l'époque, on pouvait mettre à peu près 6 000 € pour fabriquer ce genre de maison. Et donc les policiers, durant ces séminaires, eh bien, devaient les examiner et essayer d'en tirer toutes les conclusions possibles. Et c'était comparé avec la véritable histoire de ces maisons de poupées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces maisons de poupées ont failli disparaître, mais un jour, elles ont été retrouvées quasiment à l'abandon par un médecin légiste, et maintenant, elles servent encore à des séminaires d'investigation criminelle aux États-Unis. Alors, je vous avais montré au tout départ une empreinte digitale. Alors, l'empreinte digitale, ça date d'il y a quelques années quand même. Et l'une des premières évocations de l'empreinte digitale avec une notion de police scientifique, c'est en 1880, par Henry Foltz. Alors, il expliquait ce qu'était un petit peu l'empreinte digitale, mais surtout, il disait qu'on pouvait peut-être l'utiliser dans la recherche de criminels. Et il évoquait 2 cas. Alors, à l'époque, ces 2 cas, ce n'étaient pas des grosses affaires. La plus grosse d'entre elles, c'était en fait le vol d'éthanol dans son laboratoire, éthanol qui devait servir pour faire de l'alcool de contrebande. Alors ça n'avait pas fonctionné, il n'a pas réussi à trouver l'étudiant qui lui avait volé son éthanol, mais en tout cas, ça a germé dans l'idée des policiers scientifiques, et quelques années plus tard, eh bien, en France, on va avoir la première arrestation grâce à l'empreinte digitale et la recherche dans un fichier. Et c'est encore Alphonse Bertillon là, qui va réussir cet exploit. Donc là, on va se retrouver rue Saint-Honoré à Paris. On va découvrir le corps de Joseph Rebel, qui est un domestique d'un dentiste qui s'appelle Allot. Il a été étranglé, et à côté de lui, il y a une vitrine qui a été brisée. Et quand Alphonse Bertillon va venir faire sa photo de scène de crime, il va examiner tous les objets qui sont à côté du corps, et notamment, il va remarquer un morceau de vitrine sur lequel apparaissent 4 traces de doigts, 3 d'un côté et 1 de l'autre. Donc il va ramener ce morceau de verre à l'identité judiciaire, dont il est le directeur, il va faire des photographies, et il va comparer les photos de ses empreintes aux fichiers des différents criminels qu'il a déjà arrêtés, et par chance, il va réussir à identifier ce criminel comme étant Henri Léon Schaeffer. Donc ce sera la première fois, en fait, au procès de Léon Schaeffer, où un expert va développer ce qu'est l'empreinte digitale et l'intérêt que peut avoir cette empreinte digitale pour identifier un criminel. Alors cette affaire, bien sûr, est une des plus importantes et va faire que notre ami Alphonse Bertillon va se retrouver encore avec Sherlock Holmes, puisque dans Le Chien des Baskerville, il va être comparé à Sherlock Holmes, et un client de Sherlock Holmes va venir le voir en disant que le premier détective du monde, il s'appelle Alphonse Bertillon. Et puis il sera aussi dans la série des Fantomas, alors Parcelle avec Louis de Funès, mais la véritable histoire avec Pierre Souvestre et Marcel Alain. Et dans le livre La mort qui tue, il aura le droit à un chapitre entier concerné à son identité judiciaire. Alors encore une petite histoire à la Sherlock Holmes. Là, en fait, on est en 1920, à Lyon. Et là, il y a une série de cambriolages qui sont effectués par un individu qui vraiment n'a pas froid aux yeux, puisqu'il arrive à grimper en plein jour sur les façades d'immeubles, il monte jusqu'au 2e, 3e étage, il arrive à s'infiltrer rapidement par des fenêtres qui sont légèrement ouvertes, et il vole alors des objets généralement qui sont en or, mais des fois c'est un petit peu de la babiole. Alors on essaye de voir qui ça peut être, et puis jusqu'au jour on va tomber sur une empreinte digitale. Donc on va photographier cette empreinte, on va l'envoyer au laboratoire d'Edmond-Lecar, qui va rechercher dans ses fichiers, et puis surtout qui va s'apercevoir que cette empreinte elle est un petit peu bizarre, et qu'elle ne ressemble pas vraiment à une empreinte humaine, mais plutôt à l'empreinte d'un singe. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait beaucoup de singes encore, avec les saltimbanques, les musiciens de rue, et donc il va être décidé que toutes ces personnes vont amener leurs singes au laboratoire pour qu'on prenne leurs empreintes digitales. Alors il semblerait que ça a été un petit peu compliqué parce que les singes n'étaient pas très dociles. Donc beaucoup de membres de laboratoire ont été griffés ou mordus, mais on a quand même réussi à identifier le singe voleur et surtout son patron. Et donc en perquisitionnant chez lui, on a retrouvé les objets volés. Donc le voleur a fini en prison et le singe a fini au zoo. Alors maintenant, je vais vous parler des armes à feu. Donc quand on tire avec une arme à feu, eh bien on va appuyer sur la détente, on va utiliser le percuteur qui va venir frapper l'amorce de la munition, mettre le feu à la poudre, et ce projectile, il va rentrer à force dans le canon, et vous voyez, ça va laisser des traces sur le pourtour du projectile.
Et même chose, quand l'étui va être éjecté de l'arme, il va venir buter sur des pièces métalliques, ça va laisser des traces. Et ces traces, en fait, c'est ce qu'on appelle des stigmates de tir. Ce sont ces traces qui vont nous permettre maintenant, en fait, d'identifier l'arme qui a été utilisée et même de pouvoir identifier une arme et une seule. Alors la première personne qui s'est intéressée à ces stigmates de tir, c'est encore un Français, c'est Alexandre Lacassagne. Et là, ça date des années 1888. En fait, là, c'est Pierre Burel qui va être retrouvé assassiné chez lui. Et quand Alexandre Lacassagne, qui est médecin légiste, va faire l'autopsie, il va prélever les projectiles et il va s'apercevoir que sur l'un d'entre eux, il y a 7 rayures qui sont visibles. Alors en balistique, il n'y connaît pas grand-chose, donc il va demander à un spécialiste, Charles Jandet, de venir l'aider. Et celui-ci va lui expliquer qu'il n'y a qu'une seule arme qui possède 7 rayures, c'est un revolver de marque Colt de calibre 32. Donc ça, c'est un premier point. Puis l'enquête de police se poursuit. Et puis surtout, il y a un individu, Mazuillet, qu'on va retrouver dans une caisse d'épargne avec le livret de Pierre Burel et qui essaie de retirer de l'argent au guichet. Bon, il va se faire arrêter rapidement, on va perquisitionner chez lui, on va retrouver d'autres objets appartenant à la victime, et puis surtout, on va retrouver 2 armes. Le premier, c'est son revolver d'ordonnance, parce que ce monsieur était gardien de la paix, et la deuxième arme, en fait, c'est une copie d'un Colt de calibre 32. Donc là, Alexandre Lacassagne et Charles Jandet vont procéder à des tirs de comparaison, c'est-à-dire qu'ils vont faire des tirs et pouvoir comparer les balles issues du projectile, enfin issues de l'arme de Mazuillet et celles qui étaient dans le corps de la victime. Et ils vont s'apercevoir que les projectiles présentent les 7 rayures. Alors ce n'est pas véritablement cette expertise qui va permettre de condamner Mazuillet, parce qu'on l'a retrouvé avec de l'argent et d'autres papiers de la victime, mais c'est quand même une expertise qui est importante à l'époque, puisque c'est l'une des premières qui concerne les armes à feu. Mais la première personne qui va véritablement expliquer que les stigmates de tir présents sur le projectile et l'étui percuté peuvent déterminer la nature d'une arme et surtout de la relier à une arme et une seule, c'est encore un Français. Il s'appelle Victor Balthazar, c'est aussi un médecin légiste. Et en 1913, il va écrire 2 articles qui vont faire date, puisque c'est grâce à eux que la balistique moderne va naître. Alors tout ça il ne l'a pas fait uniquement, on va dire, c'est pas un travail uniquement de recherche, il a surtout aussi fait des expertises, et notamment sur l'une d'entre elles, où en fait on va retrouver Charles Guillotin, mort dans un immeuble qu'il venait d'acheter. Et la dernière personne à l'avoir vu, c'est un cousin, il s'appelle Paul Houssard. Et bien sûr, la police va s'intéresser à la dernière personne qui avait la victime, mais lui va dire qu'en fait, juste après avoir quitté Charles Guillotin, il a pris sa voiture et est rentré chez lui. Alors le problème, c'est qu'il habite à une demi-heure de route et qu'il a mis 3 heures. Alors il va expliquer qu'il a eu une panne de voiture et qu'il a réparé lui-même cette panne. Alors le magistrat qui est en charge du dossier a quelques doutes, donc il fait venir un expert automobile, et cet expert va expliquer que, vu la panne décrite par Paul Houssard, la réparer en pleine nuit et sans outils, c'est pas possible. Donc déjà, il y a suspicion. Donc Paul Houssard va devenir, on va dire, le suspect numéro 1, on va perquisitionner chez lui, puis surtout on va apprendre dans le même temps qu'il avait une arme et que cette arme a disparu quelques jours avant les faits. Donc en perquisitionnant, on va retrouver des cartouches, et puis surtout on va s'apercevoir que la cave de la maison de Paul Houssard a été transformée en stand de tir, et dans une porte, on va retrouver 3 projectiles. Ces 3 projectiles vont être saisis, vont être envoyés à Victor Balthazar, ainsi que les 2 projectiles retrouvés dans le corps de Charles Guillotin. Alors il va les examiner, ces projectiles, il va en faire des agrandissements photographiques, parce que là il va plus s'amuser uniquement à examiner les rayures, mais aussi toutes les micro-traces qui sont présentes sur ces rayures et qui sont dues à l'usure de l'outil qui fabrique les canons des armes et qui sont différentes d'un canon à un autre. Et là, en examinant soigneusement tous ces projectiles, eh bien, il va mettre en avant 85 caractéristiques entre les projectiles retrouvés dans le corps de Charles Guillotin et celui des projectiles retrouvés dans la cave de Paul Houssard. Donc pour Victor Balthazar, eh bien, c'est l'arme de Paul Houssard qui a été utilisée pour tuer Charles Guillotin. Je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête un petit peu. Non, on continue ? Oui, pardon. Oui. C'était pour vous dire qu'on remarque il y a eu beaucoup de Français qui ont inventé des
des nouvelles méthodes dans la police scientifique. Oui, tout à fait. Alors que il y en a aussi eu un petit peu chez les Américains, je ne sais pas chez les Anglais, mais les Français ont quand même posé assez bien les bases de la police scientifique. En fait, au tout départ, les Français étaient très bons en police scientifique, et puis on va même dire les Européens. Puis après, on va dire qu'à partir des années 20-30, ce sont les États-Unis qui vont développer les techniques policières, et c'est, on va dire, l'Europe qui va baisser un peu en technicité. Alors justement, là, on est aux États-Unis, et en fait, pour examiner les projectiles, là je vous ai dit que tout à l'heure, Victor Balthazar a fait des photographies, mais c'est quand même pas la panacée. L'intérêt, c'était de pouvoir examiner les projectiles simultanément pour pouvoir les regarder et voir si oui ou non il y avait des comparaisons. Et la personne qui va créer cet instrument intéressant pour l'examen, c'est un Américain, Philippe O'Gravel, qui va créer ce qu'on appelle le microscope comparateur. Donc vous voyez en fait que vous avez deux objectifs, et sous chacun d'eux, on va pouvoir mettre un projectile ou un étui percuté. Et en regardant dans l'oculaire, on va pouvoir avoir, en fait, en divisant, on va dire, la vision en deux, on va avoir d'un côté le premier projectile et de l'autre le second. C'est un peu ce qui est sur la photo du bas. En fait, ce que vous voyez, c'est, on a l'impression que c'est le même objet. En fait, simplement qu'il a été coupé en deux. Le premier, c'est un projectile, et le deuxième, c'est le deuxième. Donc on voit que les traces qui sont sur le premier se prolongent sur le deuxième. Ça permet ainsi de voir les différentes traces et de pouvoir voir si deux projectiles ou deux étuis percutés présentent les mêmes stigmates de tir. Donc cet appareil qui a été inventé en 1925, il est toujours d'actualité dans les laboratoires de police. Alors bien sûr, il a été développé maintenant, hein. Enfin, c'est plus tout à fait il ressemble plus tout à fait à ça. Mais en fait, à la fois les travaux de Victor Balthazar et ce microscope comparateur servent toujours dans les laboratoires de police pour comparer les armes, enfin, les projectiles et les étuis percutés. Encore une question ? Juste une petite remarque, ça ressemble plus à un minéral qu'à une balle de pistolet. C'est un objet de représentation. Non, c'est un projectile écrasé. Alors pour finir, on va parler des criminels. C'est que, je vous ai dit que le principe de Locard, c'est que tout criminel va laisser des traces. Eh bien, à l'époque, il y avait une superstition qui disait que pour qu'un criminel soit protégé, il fallait qu'il laisse des traces sur la scène de crime. Donc vous imaginez ce qui va se passer. C'est que alors, donc, ces traces, c'était soit des cheveux, soit des morceaux d'ongles, ou sur ce qu'on appelait à l'époque des cartes de visite odorantes. Alors, on va être clair, c'était des excréments. Donc ce qui fait que, par exemple, pour faire une petite histoire rapide, donc vous avez un criminel qui sort de prison, qui va faire un vol dans une cave, et qui, pour être protégé, va laisser une carte de visite odorante, et surtout, pour être propre, va s'essuyer avec son bulletin de sortie de prison, sur lequel figure son nom et son adresse. Donc il a été arrêté très rapidement. Mais tout à l'heure, au début, je vous ai présenté un plan d'une affaire où il y avait une victime en bas, un lit avec des excréments. Alors c'est une affaire qu'Alexandre Lacassagne, sur laquelle il a travaillé en 1898. C'est la veuve Foucheran qui a été assassinée. Donc Lacassagne, sur la scène de crime, va constater le décès de la personne et va saisir les excréments retrouvés sur le lit en se disant que ça peut éventuellement servir à son enquête. Donc de l'argent a été volé, et à l'époque, on va assez rapidement se tourner vers une bande de ce qu'on appelait les Apaches, c'était des jeunes cambrioleurs, des jeunes voleurs, et une bande qui était dirigée par deux hommes, Nouguier et Gomet, et qui dans la région faisait pas mal de vols et de cambriolages. Donc la police va essayer de les arrêter, ils en prennent 3, et les 3 de la bande vont reconnaître qu'ils étaient bien dans le domicile de la veuve Foucheran, mais par contre, ce n'est pas eux qui ont tué la personne, c'est leur chef, Nouguier et Gomet. Donc la police va se lancer aux trousses, Gomet va être arrêté après un échange de coups de feu avec la police, et Nouguier, lui, va être arrêté en plein flagrant délit. De son côté, Lacassagne va faire l'autopsie de la victime et il va démontrer qu'en fait, elle a été assistée par 2 personnes. La première la maintenait au sol, parce qu'en fait, il a trouvé des traces de prise sur les bras et sur les jambes. Et donc, il devait y avoir un deuxième individu, celui qui en fait a tapé sur la tête de la victime. Donc pour lui, 2 assassins. Et puis aussi, il va examiner les excréments qu'il a retrouvés sur la scène de crime, et là, il va mettre en évidence un parasite intestinal.
Et dans le même temps, quand la police va interroger Nouguier et Gomé, Nouguier va reconnaître qu'il était présent sur la scène de crime, que c'est lui qui a tué la veuve Foucheran. Par contre, Gomé n'était pas là. Et donc, il l'a tué tout seul. Alors, ça pose un problème, puisque pour la Cassagne, il y avait 2 assassins, alors que selon Nouguier, il n'y en a plus qu'un seul. Alors, la Cassagne se dit, écoutez, on a trouvé des excréments avec un parasite intestinal, on va rechercher lequel de la bande des Apaches est le porteur de ce parasite. Donc, dans la publication, ils disent qu'ils ont fait des prélèvements à la source, je n'irai pas plus loin, mais il se trouve que l'heureux élu, c'est Gomé. Donc, pas de chance pour lui, ça veut dire qu'il était présent sur la scène de crime, et donc, comme ça ressemblait plutôt aux premières conclusions de l'enquête qui disaient qu'il y avait eu 2 assassins, et donc ça devait être très vraisemblablement Nouguier et Gomé. Donc lors du procès aux assises, la Cassagne va expliquer son expertise, et Nouguier et Gomé vont être condamnés à mort. Alors Nouguier, en prison, il va faire sa biographie, puisque la Cassagne était très intéressée par la vie des criminels, parce qu'il voulait savoir comment quelqu'un devenait criminel et pourquoi il le devenait. Et donc... Nouguier a donc fait sa propre biographie de criminel. Gomé, lui, n'était pas très, très bon en écriture, et ça ne l'a pas empêché de faire venir la Cassagne en prison. Et il lui a dit qu'il avait été épaté par son expertise, et que pour lui montrer qu'il ne lui en voulait pas, il lui faisait don de son corps. Et donc, quand il a été guillotiné, le squelette de Gomé a orné le laboratoire d'Alexandre Lacassagne pendant plusieurs années. Alors ce squelette, il a une petite histoire aussi, parce que après avoir orné le bureau de la Cassagne, il est entré dans le musée du crime d'Edmond Locard, sous les combles du palais de justice à Lyon. Et quand Locard est parti en retraite, ce squelette est entré à l'École nationale supérieure de police à Lyon. Il y est toujours, et si un jour vous avez l'occasion de faire les Journées du patrimoine à Lyon, n'hésitez pas à aller visiter l'École nationale supérieure de police et vous verrez le squelette de Gomé. Donc voilà, j'ai fait ma petite présentation sur merci sur l'histoire beaucoup, de la police. Monsieur Marion. Je vais un petit peu réagir. Qu'est-ce que j'allais dire? D'abord, sur le livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais un petit peu surpris. Un auteur n'est jamais responsable du titre que l'on donne, mais la véritable histoire des experts, moi je m'attendais à voir l'évolution de l'expertise. Et en fait, votre livre, c'est ce que vous avez présenté. C'est-à-dire, sont des scènes dans lesquelles il y a une résolution par une expertise. Voilà. Donc, votre livre ressemble beaucoup à ces scènes que vous avez présentées et je vous en remercie. Simplement, terminer moi aussi par une histoire personnelle. Vous dites qu'on conserve le squelette d'un guillotiné. Hélas, j'ai visité, quand j'étais encore étudiant, l'Institut médico-légal de Lille. Et là, il y avait dans le formol les têtes de tous les guillotinés du Nord-Pas-de-Calais. Et c'était pas très agréable. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais c'est un respect de la personne humaine qui ne me semble pas tout à fait de bon ton, mais enfin, ça c'était en 1963, ça nous rajeunit. Alors, bon, vous savez le devenir de ces têtes? Ah non, ça pas du tout. Pas du tout. Bon, enfin bref, vous voyez, on conserve comme ça. Alors c'est totalement illégal, puisque normalement les guillotinés doivent avoir la tête entre les jambes dans le cercueil. Bon. Heureusement, ces pratiques barbares n'existent plus grâce à M. de Badinter. Mais je vais vous taquiner un petit peu parce que vous avez évoqué la personne de Bertillon, qui est tout à fait importante pour les fiches anthropométriques, pour les déterminations qu'il a permis, la filiation qu'il y a eu avec Bertillon. Mais enfin, Bertillon, c'est aussi l'expert graphologue de l'affaire Dreyfus, dans lequel il a identifié tout à fait le billet qui a fait condamner Dreyfus. Bon, d'ailleurs, les antisémites étaient là pour essayer de le charger, mais Bertillon a donné sa caution, alors qu'il n'était pas du tout graphologue. Et là, nous touchons aussi quelque chose qui est très très important, c'est la limite des expertises. C'est ça. La limite des expertises, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande renommée, Bertillon, qui devient un expert international, qui
qui fonde des méthodes et qui se permet d'intervenir pour tout et rien, mais il était aussi pas mal antisémite. Alors allez-y. Ah oui, non, en fait, Bertillon, alors c'est pour ça qu'à l'époque, Bertillon était aussi connu que Louis Pasteur, mais il a eu plusieurs déboires. Le premier, alors j'ai parlé de son aventure avec la première fois en 1902, il a résolu un crime grâce à l'empreinte digitale, mais ce n'était pas un fervent adepte de l'empreinte digitale, il n'y croyait pas du tout. Et c'est pour ça qu'il a mis très très longtemps à mettre les empreintes digitales sur sa fiche anthropométrique. Et ce qui lui a valu aussi une très mauvaise publicité, c'est lors du vol de la Joconde. C'est que s'il avait eu vraiment un fichier avec toutes les empreintes digitales, le voleur de la Joconde aurait pu être arrêté extrêmement rapidement. Donc déjà, ça, c'est un faux pas de Bertillon. Et le deuxième, oui, le plus gros, c'est à l'affaire Dreyfus, où il a fait des expertises dans lesquelles il n'y avait pas vraiment de compétences. Il n'y avait aucune compétence. Mais c'était l'époque où, malheureusement, on va dire, c'est que les experts étaient des experts dans tous les domaines. C'était le début de la police scientifique. Donc, on n'était pas encore à des experts dans chaque domaine des sciences. C'était des experts omnipotents. Alors, je vais vous titiller encore sur quelque chose que vous évoquez, c'est l'affaire Sacco et Vanzetti. Et vous expliquez l'affaire Sacco et Vanzetti et les traces, vous en avez parlé, qui le pistolet laisse sur les balles et les analyses successives qui ont été faites, puisque cette affaire a duré quand même plusieurs années, et donc il y a eu plusieurs expertises avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, et notamment une méthode optique, microscopique, qui a permis de dire que Sacco avait tiré la balle, puisqu'il avait en sa possession le pistolet dans sa poche qui a tiré la balle. Bon, faut rappeler quand même que Sacco et Vanzetti ont été condamnés et ont été exécutés vers les années 1927, quelque chose comme ça. Qu'en 1925, il y a quelqu'un qui s'est avoué responsable du crime et que le juge n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu rouvrir le dossier parce qu'il était anti-italien et anti-anarchiste, le juge, et qu'en 1977, le procès a été déclaré tout à fait injuste. Et ça fait une belle jambe à Galilée que de savoir que l'Église l'a réhabilité. Mais enfin, j'évoque l'affaire Sacco et Vanzetti. Pourquoi ? Parce que peut-être que le pistolet de Sacco a tiré et a causé le meurtre. Mais rien ne veut dire qu'un pistolet qui est dans une poche le jour J+4 est dans la poche de l'auteur d'un crime. Qu'est-ce que vous pensez de ça, donc réfutation des experts ? C'est pour ça qu'en fait, là, justement, j'en ai parlé, parce que là, l'expertise scientifique dit simplement que l'arme retrouvée sur Sacco ou Vanzetti, j'ai un doute sur les deux, mais que l'arme retrouvée est celle Vanzetti, en fait, n'a jamais été... mais c'est l'arme retrouvée. Mais justement, c'est l'enquête de police qui, là, a fait défaut. Parce qu'il faut bien voir que dans une enquête de police, il y a deux systèmes. Mais il y a l'enquête de police et l'enquête scientifique. Mais ce n'est pas parce qu'on va retrouver... alors l'exemple que j'aime apprendre, c'est si on me retrouve dans une demi-heure mort ici, même maintenant... J'espère pas, parce que non. moi j'y suis... Mais justement, si on fait des prélèvements ADN, on va retrouver tous vos ADN. Mais ça ne veut pas dire que là, la preuve scientifique sera que votre ADN est présent dans cette pièce. Maintenant, après, à l'enquête de déterminer quand vous étiez là, et ça ne veut pas dire que vous étiez tous présents quand je suis mort. Donc c'est pour ça qu'il faut bien différencier la preuve scientifique qui va dire nous avons trouvé une trace où cette arme a été utilisée, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est retrouvé avec une arme que c'est lui obligatoirement l'auteur. Tout à fait. Et justement, donc, vous sentez bien que mes deux questions, c'est pour limiter aussi les interprétations factuelles et monodirectionnelles entre l'analyse et l'interprétation. C'est pour ça que Bertillon, qui est un grand expert, quand il intervient en dehors de son champ de compétences, n'est plus un expert du tout. Et d'autre part, une arme de crime qui est identifiée, ça ne veut pas dire que le criminel est identifié. Ah non. Donc, heureusement, il y a M. Badinter pour éviter que les gens soient coupés en deux. Après, c'est soit il y a l'enquête de police, soit il y a d'autres expertises qui vont prouver que, par exemple,
on va retrouver l'ADN de tel individu sur l'arme qui a été utilisée pour tuer quelqu'un, ou on va faire des liens. Mais après, c'est aussi à l'enquête de police de démontrer que cette personne était bien présente au moment des faits, alors qu'a priori, Sacco avait peut-être un alibi au moment des faits. Oui, mais donc, les deux avaient un alibi, oui, bien sûr. Les deux avaient un alibi, mais on était dans une vague d'attentats anarchistes voilà. et qui indisposaient, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en France à cette époque-là. Ceci dit, j'ai laissé des empreintes digitales et de l'ADN. Alors, avant de vous passer la parole, pourquoi vous ne parlez pas justement de l'ADN dans votre livre ? Alors, parce que ça fera l'objet du prochain. Ah, d'accord, parce que je me suis dit, quelqu'un qui a fait de la chimie orga et qui ne parle pas de l'ADN, C'est parce que j'ai pas eu la place pour tout mettre dans celui-là. Vous parlez tout à l'heure d'une personne qui avait empêché que les gens qui se fassent couper la tête. J'ai oublié. Monsieur Badinter, j'ai oublié. Badinter. 4 ans avant, il a été l'avocat de je sais plus, de quelqu'un qui avait tué un jeune garçon et grâce à Monsieur Badinter, devenu ministre de la Justice plus tard, il a eu la prison à vie, mais il n'a pas eu la peine de mort. Et il y a une petite confusion entre deux affaires. L'affaire Patrick Henry, qui n'a pas été exécuté, qui ensuite a fait l'objet de... Il est toujours en tôle parce qu'il a fait un crime après ne pas avoir été condamné grâce à l'intervention de Badinter, effectivement. Et puis d'autre part, l'affaire du pullover rouge, donc Ranucci, où Badinter était aussi l'avocat. Il a dû assister en tant qu'avocat à l'exécution et à la décollation de Ranucci, qui, maintenant s'est prouvé, n'était pas coupable. Pour que l'expertise gagne comme ça du terrain, il a fallu que les jurés acceptent ça comme des preuves. Est-ce que ça s'est fait rapidement ou est-ce qu'il a fallu vraiment beaucoup de temps ? Il a fallu du temps. Par exemple, la première affaire, on va dire criminelle, qui a été résolue par l'empreinte digitale, elle date de 1892. Et par exemple, en France, entre le moment où 1902, où la première arrestation se fait grâce à l'empreinte digitale, et la première condamnation uniquement sur la base scientifique des empreintes digitales, il va encore falloir attendre 8 ans. Parce que, et même dans d'autres disciplines, certaines preuves scientifiques n'étaient pas considérées comme des preuves scientifiques. C'était, par exemple... La notion de preuve sur les empreintes digitales évolue énormément, puisque le nombre de points de concordance a évolué, parce que là aussi, à partir des analyses et des conclusions sur les empreintes digitales, il y a eu des erreurs. Alors, il y a des erreurs, mais par exemple, les 12 points, on va dire, qui datent de 1914, je crois, par le quart, ça, c'est toujours valable, les 12 points. Mais c'est vrai qu'après, il y en a, on peut toujours changer le nombre de points, et après, ça va dépendre des traces. Et le nombre de doigts, je viens de faire refaire un passeport, maintenant c'est 8, avant c'était 1. Oui. Mais là aussi, après, c'est les progrès de l'informatique, parce qu'on peut maintenant mettre 8 doigts et les comparer. Tout à fait. Des questions à nouveau ? Pour l'ADN, dans une comparaison dans une comparaison pour un crime avec de l'ADN, il me semble qu'il y a une chance sur 30 milliards que 2 personnes aient le même ADN. Alors, les chances, ça va dépendre on va dire, du type d'ADN, mais oui, on va dire il y a très peu de chances de retrouver 2 personnes qui ont le même ADN dans le monde. Sauf les vrais jumeaux, mais qui n'ont pas la même empreinte digitale. Alors, j'avais préparé des questions, je les ai rentrées. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Bon, Balthazar, vous en avez parlé, Bertillon aussi.
Vous n'avez pas parlé des dessins de scènes de crime. J'ai bien aimé les dessins de scènes de crime qui anticipaient. Par contre, vous avez parlé de ce que vous n'indiquez pas, des reconstructions de maisons de poupées, finalement. Si, j'en À parle. partir oui, Mais oui, en fait, c'est au tout départ, oui. Au tout départ, il y était simplement des dessins. C'était des dessins et puis plutôt presque artistiques, parce qu'en fait, quand on faisait un dessin de scène de crime, on faisait appel à un dessinateur, donc généralement c'était l'artiste du coin, et qui faisait une aquarelle qui représentait la scène de crime. Donc au départ, c'était quand même pas très très sérieux, et surtout que il y a presque l'inspiration de l'artiste, donc les distances entre savoir si on a retrouvé l'arme du crime à proximité ou pas de la victime, c'était pas vraiment encore dans l'air du temps. Donc il a fallu attendre quelques années pour que ça devienne extrêmement rigoureux et qu'on puisse avoir des plans à l'échelle avec précision de distance et de savoir où étaient tous les objets. Est-ce que vous pouvez nous parler de Reiss aussi? Ah oui, alors Reiss, c'est un Suisse et qui, lui aussi, était très intéressé par la photographie. Donc, il va venir travailler chez Bertillon en stage. Et de retour en Suisse, il va créer le département de photographie de l'Université de Lausanne. Et surtout, c'est qu'il va créer le premier institut de police scientifique au monde. Et cet institut existe toujours actuellement et c'est l'un des plus importants, on va dire, à la manière internationale. Alors, il y a une absence aussi, mais c'est un clin d'œil peut-être pour finir. Je n'ai pas vu dans vos scènes de crime celle de Robert Boulin ni de John Fitzgerald Kennedy. Alors, dans mes histoires, j'essaye simplement de retrouver celle où on est sûr que, on va dire, déjà celle où j'ai accès au contenu de l'expert scientifique, et surtout celle où on est à peu près d'accord sur la finalité du dossier. Ouais, là, pour les deux, deux c'est trop dossiers, compliqué. je crois que les experts seraient d'accord, mais qu'ils ont été mis tout à fait à l'écart pour des raisons politiques et politiciennes. Il y a des chances. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi d'en faire des histoires. Tout à fait, mais il faut aussi souligner cette limite, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous recommande la lecture donc, de Police scientifique, la véritable histoire des experts, que vous allez trouver sur les tables ici, et M. Marion va pouvoir vous les dédicacer. Merci. Voilà. Eh bien, merci à vous, et on attend le prochain, alors, sur les ADN. En fait, ce sera l'histoire du sang, donc le début de l'analyse du sang jusqu'à l'ADN.